Voici la carte militaire de l'Ukraine au 1er mars 2025 et on va commencer par les frappes générales. Donc comme d'habitude, les Ukrainiens ont fait des frappes avec des drones FPV en plusieurs dizaines, donc une frappe assez importante cette semaine. Le territoire le plus touché, c'est Belgorod. D'après ce que j'ai compris, donc 25 drones ont été envoyés sur Belgorod. 24 auraient été détruits. Un seul aurait touché sa cible et aurait fait très très peu de dégâts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les frappes de Kiev. Maintenant concernant les frappes russes, au nord de Zaporojye, un bâtiment rempli de dronistes ukrainiens aurait été détruit. Donc je ne sais pas combien de dronistes ont été tués. C'est ce que disent les Russes. Si c'est vrai et qu'il y a une poignée de dronistes qui ont été tués, ou même une dizaine, une vingtaine, je ne le sais pas. Si c'est confirmé, ben c'est une perte notable ukrainienne car les dronistes sont devenus des personnes importantes. Et d'ailleurs, la formation de droniste prend quand même pas mal de temps et est en réalité assez technique, puisque les dronistes, tout du moins côté ukrainien, doivent non seulement savoir piloter un drone parfaitement, et savoir reconnaître aussi les forces ennemies, leurs faiblesses, etc., ce qui n'est vraiment pas facile, mais en plus, ils doivent savoir réparer leur propre drone. Bref, donc beaucoup de connaissances aussi techniques. Alors, autre frappe russe, là sur la ville de Borospil, un dépôt pétrolier a été frappé donc, par les Russes. Là, ça va ennuyer beaucoup Kiev, puisque évidemment, il y a toujours un grand froid sur l'Ukraine, et en particulier sur Kiev. Donc le fait qu'un dépôt pétrolier ait été détruit, ça par contre ça va être très embêtant, en particulier pour la région de Kiev. Voilà pour les frappes russes. Maintenant on va passer au front même. Donc sur Kherson, il ne s'est rien passé concernant le front. Sur Zaporojye, toujours rien. Alors il y a cette agglutinement de forces russes ici, mais c'est ce qui a été confirmé la semaine dernière, mais rien n'a bougé malgré tout. Par contre, toujours dans la région de Donetsk, l'oblast de Donetsk, il y a une grosse avancée russe sur Velika Novosilka. Et comme vous pouvez le voir, les Russes avancent vers la fameuse ville mine de lithium, Shevchenko. Donc j'ai mis une flèche d'avancée stratégique. Donc évidemment, ils vont d'abord prendre la ville de Bourasquet ici, ce qui n'est pas le cas présentement. Dans tous les cas, il y a eu une forte avancée et il est clair qu'ils vont vouloir s'emparer de la mine de lithium. Alors, toujours sur l'oblast de Donetsk et plus précisément vers Pakrovsk. Et bien sur Pakrovsk, la ligne n'a pas vraiment bougé. Par contre, les Ukrainiens se battent toujours farouchement. Il y a eu une force ukrainienne qui a été envoyée au sud de Pakrovsk pour essayer de gagner un peu de territoire. Cette force a été complètement repoussée, et ainsi qu'une petite force ici à l'ouest de Pakrovsk de soldats ukrainiens qui a été repoussée aussi. Donc bon, alors je ne sais pas pourquoi ils insistent, parce que évidemment c'est des forces suicides, j'ai envie de vous dire. Là, ce flanc-là est un des plus puissants flancs russes du front. Donc c'est ici que les Russes sont parmi les plus forts. Pourquoi? Bah parce que c'est par là qu'ils essayent de pousser au maximum les Russes. Donc ici, leur force est la plus grande par rapport à toute la ligne de front. Pourtant, ils envoient encore des petits groupes, et je dis bien des petits groupes, parce qu'ils n'ont plus que ça, les Ukrainiens. C'est grotesque hein, militairement. Donc encore une fois, comme je vous le dis depuis 2 ans et demi maintenant, ce sont des attaques de com, ce qui est très dommage pour les Ukrainiens. Sur Toretsk, il y a toujours énormément d'envois de troupes.
sur Toretsk, les Ukrainiens essayent toujours des petites offensives, quoi, ils tiennent toujours. Donc là, évidemment, c'est de la défensive et de l'offensive, mais plus de l'offensive que de la défensive, hein. On sent vraiment qu'ils essayent de reprendre du terrain. Alors, ils n'y arrivent pas, bien sûr, malgré les annonces fausses et mensongères de Zelensky, comme quoi, oui, dernièrement, Zelensky, il a prétendu que ses forces étaient retournées à Toretsk, qui avait repris des bouts de Toretsk, ce qui est complètement faux. Il n'y a absolument rien qui a été repris. Et à chaque fois que les Ukrainiens essayent d'aller sur Toretsk, ben, ils se font massacrer, bien évidemment, parce que c'est pareil, toute cette zone-là, c'est là où les forces russes sont les plus puissantes. Alors sur Tchassivial, énormément aussi de combats, mais alors là pour le coup, rien ne bouge, pas d'un pouce, strictement aucun changement. Chacun est sur sa ligne de front. Les Russes apparemment n'essayent même pas d'avancer sur Tchassivial. Alors font-ils la logique de la guerre d'attrition jusqu'au bout? Ils se sont dit bon, on va attendre, puisque de toute manière c'est sur Pokrovsk, mais aussi quand même un peu sur Toretsk que ça se passe. Donc on va être simplement en mode défensif, puisque de toute manière, les Ukrainiens n'arrêtent pas d'envoyer des forces sur Tchassivial, Toretsk et surtout Paklovsk. Sachant que ce n'est pas dans ces endroits que les Ukrainiens envoient le plus d'hommes. Là où ils envoient le plus d'hommes, j'ai envie de vous dire à l'abattoir, c'est sur Kursk, mais on verra ça après. Dans la région de Siversk, ben, les Russes ont fait une avancée notable hein, quand même vers Siversk. Et vous voyez, tout se confirme. Ça faisait 2 semaines que je vous disais qu'il y avait une force russe qui était concentrée ici. Et bien ça y est, tout est cohérent, tout a été confirmé. Car ces forces russes qui se sont agglutinées depuis plusieurs semaines, eh bien, ont fait leur offensive, donc une vraie offensive, vers Siversk. Alors je vous rappelle que ici c'est quand même bien défendu par les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont fait de bonnes lignes défensives sur Siversk. D'un autre côté, pourquoi ça n'a pas bougé pendant longtemps sur Siversk? Bah parce que les Russes ne comptaient pas sur ce front comme un front très important. Donc ils étaient à un moment donné purement en défensive. Il y avait quelques petites offensives, quelques petites avancées, mais c'était pas leur priorité. Là où ils devaient envoyer des troupes, c'était pour prendre Tchassivial, Toretsk et Paklovsk. Et c'est ça la priorité des Russes. Mais comme là maintenant ça se passe bien sur le front, ils peuvent se permettre maintenant d'envoyer des forces là où ça bougeait plat, là où ça bougeait pas. Et ils ont vu les failles de sécurité, parce qu'évidemment, pour envoyer des forces perpétuellement sur Tchassivial, Toretsk et Paklovsk, bah, ils ont bien fallu qu'ils dépouillent Siversk, Krasny Liman et Kupiansk, bien entendu. Hein, donc pour essayer d'aider les forces ukrainiennes ici, je vous rappelle qu'il y a 2 endroits capitaux essentiels pour les Ukrainiens, c'est cet endroit-là de Donetsk et Kursk, c'est tout. Donc voilà, et pour les Russes aussi, bien entendu, ce sont les 2 endroits les plus importants pour les Russes. Là pour Krasny Liman, aucune avancée, rien du tout. Par contre, dans la région de Kupiansk, il y a eu une avancée relativement importante. Et apparemment, bah, comme je vous le dis depuis quelques semaines, donc ils ont bien décidé de consolider ici et en fait de prendre Kupiansk donc par le nord, là où c'est le plus fragile, puisque les Ukrainiens, comme ils ont vu que les Russes reculaient ici pour consolider, bah, ils ont fait l'erreur fatale, j'ai envie de vous dire, mais comme d'habitude avec les Ukrainiens, eh bien, ils ont consolidé eux aussi pour pas que les Russes reviennent à l'assaut et s'appuient sur la rivière Oskol. Eh bien, ils ont envoyé pas mal de troupes ici, ce qui a dépouillé Kupiansk.
bien entendu. Donc les Russes, ils se dépêchent d'essayer de prendre Kupiansk vers le nord. Alors, est-ce que les Ukrainiens vont essayer de revenir sur Kupiansk pour protéger Kupiansk, sachant que s'ils fuient, ou pardon, s'ils font une retraite stratégique vers Kupiansk, bien évidemment, les Russes vont les pourchasser, bien évidemment. Donc c'est un dilemme très difficile pour les Ukrainiens. Alors là, ça doit être le front le plus statique de l'Ukraine. Lipsy-Vovchansk, absolument rien. J'ai aucune nouvelle de ce front-là. Par contre, sur Kursk. Alors sur Kursk, il s'est passé quelque chose. La semaine dernière, les Russes ont fait une grosse avancée, mais c'était qu'une avancée pour mieux reculer. Donc en gros, comme ils ont beaucoup avancé, que les Ukrainiens étaient en retraite, ils les ont poursuivis, mais ils n'ont pas gardé le territoire, ils les ont poursuivis. Mais comme il y a eu une poursuite assez massive des Ukrainiens, et bien évidemment, là, il n'y a plus de logistique, le front était distendu, les forces russes étaient distendues. Évidemment, ils ne sont pas idiots, donc ensuite, ils ont fait une retraite en arrière afin de consolider ce front-là. Donc, ils ont fait une retraite en arrière. Alors, comme vous le savez, dans la guerre, le front n'est jamais fixé, hein, bien entendu, hein. C'est un front fluide qui est mouvant chaque jour, hein, bien évidemment. Donc là, les lignes qu'on vous met, c'est des lignes grosso modo, hein, bien sûr. Mais en tous les cas, là, évidemment, il y a une retraite russe pour éviter que les forces qui sont arrivées jusque-là soient un peu trop solitaires et qu'il n'y ait plus de logistique pour eux. Donc hop, retraite pour être tranquille. Alors, vous allez voir que les Russes, ils ont fortement compensé cette retraite après cette énorme prise de territoire, parce que il y a 2 semaines, ils étaient là, les Russes, à peu près, donc ils avaient énormément avancé. Donc, qu'ont-ils fait, les Russes? Ils ont pris cette ville-là, c'est-à-dire Jouravka. Jouravka, donc, a été prise complètement. Donc là, on voit que c'est carrément en territoire ukrainien, hein, carrément. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Russes aussi? Donc ils ont avancé pas mal. Donc Lebiedivka a été complètement prise. Donc bonne avancée russe. Là aussi les Russes ont avancé un petit peu. Là la ville de Chelkaskoye, bon, elle a été complètement prise. Donc ce sont des avancées notables, pas immenses, mais des avancées notables. Hein. On note quand même que 1, 2, 3, 4 villes ont été prises en une semaine. C'est quand même pas négligeable, même si les avancées ne sont pas énormes. Mais chaque semaine, il y a quand même des avancées. Donc là, il y a eu une avancée russe ici sur Kurilovka. Donc évidemment, là, le but des Russes, et là, ça devient très clair. Je vous avais mis la flèche depuis 2 semaines d'avancée stratégique sur Souja, qui est le QG ukrainien à Kursk. Et bien apparemment c'est confirmé, donc ils vont bien apparemment prendre Souja via le côté ouest. Donc Kursk se réduit chaque semaine de plus en plus. Et là, ça se réduit pas mal. Moi, j'ai une question qui est importante, c'est que est-ce que les Russes vont aller jusqu'à Soumy? Parce que c'est de Soumy que partent toutes les forces ukrainiennes pour Kursk. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à Soumy pour arrêter à la source? Alors, ça me paraît quand même un peu gros pour les Russes, mais bon, on ne sait jamais. Alors pourquoi je vous dis ça, je me permets de dire ça, c'est parce que ça fait des mois et des mois que toute cette région, incluant Soumy, est bombardée. Les Ukrainiens s'acharnent bêtement, j'ai envie de vous dire, à toujours utiliser la route principale qui est bombardée tous les jours par des obus, des drones, des bombes planantes, des missiles, etc. Pourquoi ils s'entêtent, vraiment je ne le comprends pas.
c'est envoyer ses troupes à la mort, mais on a l'habitude, chaque semaine c'est comme ça, puisque ça fait des mois et des mois que cette route principale est bombardée, comme vous le savez si vous me suivez. Une chose à dire quand même importante, c'est qu'on a noté que les forces russes utilisaient de moins en moins de bombes planantes euh, concernant les frappes en territoire ukrainien. Il y a beaucoup moins de frappes de bombes planantes côté russe. Pourquoi? Bah parce que les Ukrainiens, ça y est, maintenant ils ont fait des contre-mesures électroniques, des brouillages électroniques qui brouillent pas mal les bombes planantes russes. Donc ce qui fait que les bombes planantes russes sont de moins en moins efficaces sur le terrain. Donc là, les Ukrainiens ont bien joué. Ils essayent de rattraper leur retard en brouillage électronique et apparemment, là, ça aurait pas mal fonctionné. Donc là, les Russes sont obligés de changer leur système de guidage parce que c'était du guidage GPS hein, pour les bombes planantes russes. Et donc là, bah, comme ça les gêne, bah, ils sont obligés de retravailler sur leurs bombes planantes. Donc c'est une mini victoire, on va dire, côté ukrainien. Alors évidemment, les Russes peuvent toujours utiliser les bombes planantes, sauf que c'est moins efficace et qu'il faut en envoyer plus pour obtenir le même résultat. Donc c'est un peu gênant pour les Russes, mais ils les utilisent quand même, parce que pour brouiller les bombes planantes russes, faut un brouilleur dans le coin. Et vous vous doutez bien qu'il n'y a pas des brouilleurs électroniques partout, sur toute la frontière. Donc voilà, les brouilleurs électroniques, c'est uniquement dans des endroits que les Ukrainiens pensent stratégiques. Voilà, donc c'était intéressant à dire côté militaire. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.